Allez, Nathan qui va nous parler TLI et territoire. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Nathan Vizino, je suis doctorant en urbanisme et le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule « De la définition des territoires peu denses à la problématisation de la thèse sur l'action publique-privée dans la planification des bourgs ruraux ». Le sujet, il est un peu hermétique comme ça, mais en fait, c'est la première question à laquelle je me suis confronté quand j'ai commencé ma thèse autour du train léger, à savoir quels sont les territoires où va rouler ce train léger et comment on densifie, on urbanise autour de ce train et autour de cette voie ferrée. Donc cette thèse, je l'ai commencée en janvier 2023. Elle est encadrée à Rhélénium par Anne Krim, juste ici, et au sein de l'université CYSRJ Paris par Geneviève Zembry-Marie. Donc la thèse s'intitule « Enjeux globaux et stratégies locales autour de nouveaux services ferroviaires », donc ici le train léger, repenser la relation au territoire. Les mots-clés qu'on va aborder dans cette courte présentation vont concerner nécessairement la densification. On va essayer de voir comment on repense la ville et on organise la ville autour du ferroviaire, comment on en fait un élément structurant sur le territoire. On part du principe et du postulat que faire des trains n'est pas suffisant pour remplacer la voiture, il faut autre chose. Donc densifier, c'est pareil, qu'est-ce que ça signifie? On va se poser la question. On va interroger les communes peu denses et la politique publique, comment on mène une politique publique dans des territoires peu denses, comment on peut être efficace, comment on s'organise. La présentation, elle est nécessairement progressive. Dans un premier temps, en fait, je pars d'une première conception des territoires peu denses, des territoires destinés au train léger, à savoir des territoires finalement hors domaine de pertinence. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont été conçus au départ dans le rapport Spinetta. C'est l'amorce et l'approche que je voulais initier. Ensuite, je vais essayer de mettre en avant que finalement les territoires peu denses ne peuvent pas tous être soumis à un projet de densification, que si on veut s'organiser autour du rail, ce n'est pas pour autant qu'on pourra construire partout autour du rail en territoire rural, parce finalement on s'ancrerait dans un problème préexistant, à savoir de l'étalement urbain, tout simplement. Donc on va chercher à s'organiser autour du rail, très bien, mais on va chercher à s'organiser autour de certaines polarités qui restent à définir. Et ces polarités, en fait, elles sont dans le premier titre que j'ai évoqué, les bourgs ruraux. Donc on va essayer de voir ensuite comment on s'organise autour de ces bourgs ruraux, quelle action publique on peut mettre en place dans ces territoires. Densifier, c'est facile à dire. Écrire dans un texte, dans un document d'urbanisme, on va densifier, on va construire des logements, c'est simple. Le faire, c'est plus compliqué. Comment on motive des promoteurs immobiliers à investir ces espaces? Comment on s'organise concrètement autour des villes et des petites gares? Donc un train pour les territoires hors domaine de pertinence. Donc comme je le disais, c'est une phrase qui est issue du rapport Spinetta émis en 2018 qui nous dit, qui prône un délaissement des petites lignes hors domaine de pertinence, à savoir hors zone urbaine et périurbaine. Donc là, moi, dans ma définition des territoires peu denses, pour savoir où on va avoir le train léger, j'ai une première conception de ce dont on parle. Donc ces territoires hors domaine de pertinence, ce sont des territoires dits peu denses, hors zone urbaine, hors zone périurbaine. D'accord. Donc en fait, on se rend compte qu'on a une approche qui est par la négative. On a une négation de ces espaces. Et ça, c'est quelque chose qui est assez historique en fait dans la conception du rapport urbain et rural, à savoir l'urbain, c'est l'espace de la politesse, historiquement. Et en fait, on a une véritable opposition à cette image un peu mauvaise du paysan qui serait dans les milieux ruraux. Et cette opposition qu'on va avoir entre nature-culture, entre l'urbain et le rural, on va la retrouver également dans la cartographie et dans la façon de concevoir et d'imaginer ces différents espaces. Donc si vous regardez l'illustration en haut à droite, qui a été publiée dans un article il y a quelques semaines, c'est sorti en septembre. Donc on a une nouvelle image qui apparaît de ces territoires peu denses, toujours aussi négatives, donc des territoires oubliés, méconnus finalement. Et donc il y a cette idée en fait qu'il faut réintroduire cet espace dans notre politique publique, dans notre conception, pour pouvoir s'organiser autour. Alors, comme je le disais, cette image elle est très négative, et ce qui va nous amener à une redéfinition de ces territoires peu denses par la suite. Pour pouvoir s'organiser autour, il faut avoir une nouvelle image, mais montrer ces dynamiques. Donc là, cette image, pour l'instant, elle est axée sur une faible rentabilité des territoires peu denses, un coût des lignes important et un faible taux de remplissage pour les trains. Donc, que nous dit la cartographie des territoires peu denses? Comment on peut s'organiser dans ces espaces? Donc déjà, en fait, il faut comprendre que les territoires peu denses, aujourd'hui, c'est un territoire qui est, comme on le disait précédemment, assez méconnu. On a du mal, en fait, à le
à se l'imaginer concrètement et même à se le représenter, avec cette idée qu'on va utiliser pas mal de méthodologies, pas mal de données pour essayer d'en avoir une idée plus ou moins précise. Donc tout ça, ça va passer en fait par des types de zonage, où par exemple là je vois le zonage en aire urbaine, qui repose en fait essentiellement sur de la morphologie, donc en fait la forme des bâtis, l'agglomération de bâtis, et en même temps la démographie, donc la population qu'on va trouver sur place. Et on va avoir d'autres types de zonage, comme la grille communale de densité, qui va prendre en compte par exemple cet agglomérat de bâtis, mais en fait va mettre en perspective la part de la population qui réside dans ces différents agglomérats pour essayer d'évaluer en fait le degré de densité et le rapport entre d'autres polarités qui pourrait y avoir autour. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces différentes définitions et ces différents zonages qu'on peut utiliser, c'est que le territoire et l'image qu'on en a changent complètement. Donc là, on verra que si on regarde le zonage en aire urbaine, en 2010, on a quasiment 3 millions de personnes dans le monde rural. Si on utilise la grille communale de densité en 2020, on a quasiment 22 millions de personnes dans le monde rural. Pourtant, les personnes ne sont pas réellement déplacées. Ce qui veut dire, en fait, c'est que selon la catégorie que je vais utiliser dans le cadre de la thèse, en fait, je ne parle plus du tout du même territoire. Donc il y avait une première nécessité dans le cadre de cette thèse, c'était de savoir de quoi on parlait, de quel territoire on voulait étudier et ce qu'on voulait réellement proposer. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'en finir avec une approche en creux, donc cette approche négative, pour mettre en avant en fait, des territoires qui ont préexisté à la voiture. Le territoire rural existait avant la voiture, les bourgs ruraux existaient aussi. Ce qui a permis la voiture, c'est juste d'avoir accès à des surfaces un peu plus lointaines, d'avoir accès à la propriété, à des jardins, etc. Mais dans les faits, ces territoires étaient déjà existants, on a juste continué de construire un peu autour, même beaucoup autour. Donc bon, ce qui est intéressant avec ces différents types de zonage, c'est qu'on a des lectures qui sont contradictoires, avec une récurrence du modèle urbain, cette idée que le modèle urbain, ce serait le meilleur modèle et qu'il faudrait le répliquer un peu partout. Et là, c'est ce qu'on apprend à voir aujourd'hui, c'est finalement un peu tout l'inverse. C'est qu'il y a certains modèles, notamment le modèle paysan, est assez intéressant dans sa façon de s'organiser en termes de coopérative, en termes d'organisation sociale, en termes de mixité intergénérationnelle, etc. On commence en fait à reproduire ce qu'on pouvait déjà trouver dans le monde rural et en fait à mettre en avant peu dense. Une autre définition des territoires peu denses pourrait passer par la promotion immobilière. Comme j'ai dit, on est obligé de s'organiser autour de ces gares pour essayer de faire du ferroviaire un élément structurant sur le territoire. Mais alors, si on veut densifier, comment on fait ? Est-ce que les promoteurs sont réellement intéressés par ces territoires ? Est-ce que ce sont des territoires qui sont rentables pour eux et faciles à investir ? Cette première carte nous montre que finalement, ce sont des territoires qui sont le plus souvent délaissés de la promotion immobilière, donc ce qui pose un véritable enjeu dans le cadre de la thèse. On veut s'organiser autour du ferroviaire, comment on fait réellement ? Comment on réorganise la ville autour des gares ? Donc là, en fait, quand on regarde cette carte, on se rend compte que tout ce qu'il y a en jaune, ce serait finalement des zones peu denses, mises de côté par la promotion immobilière, qui s'intéresseraient finalement qu'aux zones chaudes de l'immobilier, à savoir les grands pôles urbains. Donc dans le cadre de ma thèse, forcément, ça m'interroge, comment on fait pour réinvestir ces espaces ? Comment on fait pour faire du ferroviaire dans les territoires peu denses un élément structurant? Comment on fait pour justifier un nouveau modèle de train dans ces territoires ? Comme je le disais, on part du principe que le ferroviaire ne sera pas suffisant pour justifier le report modal. Au même titre que le train léger, c'est quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça. On avait eu une conférence de Clive Laming qui nous mettait en avant que le train léger, c'est une expression qu'on a déjà utilisée dans les années 30 avec la Pauline, je crois, et un peu plus tard aussi. Donc en fait, le train léger, c'est pas si nouveau que ça. Il y a des territoires peu denses, ou même entre Nîmes et Alès, où on a déjà eu des expériences de train léger, et finalement, ça n'a pas forcément marché. Donc qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour faire du train léger quelque chose de structurant ? Nécessairement une organisation de différents acteurs pour faire en sorte qu'on ait une meilleure appropriation du territoire, une meilleure organisation autour du ferroviaire. Donc pour changer ces modèles, mieux s'organiser autour du ferroviaire, on a une nécessaire prise en compte dans l'action publique des acteurs qui ne sont plus simplement ferroviaires, des collectivités, mais aussi des promoteurs, pour mieux s'organiser autour du ferroviaire, comme je le disais. Donc ça nous amène à nous interroger sur la densification, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'elle est nécessairement résidentielle ? Et comment on va impliquer un promoteur ? Quel jeu d'acteurs peut-on mettre en place pour ça ? Donc par exemple, pour mettre en avant le fait qu'on a une absence de ces promoteurs, on peut évoquer le cas de la SNCF, qui est promoteur
et aussi opérateur, et en même temps qui est absent de ces territoires peu denses. En urbanisme, on va parler de joint development, de développement conjoint, donc d'organisation de la ville autour de la gare. Finalement, on le fait très bien dans les grandes villes, on le fait moins bien, voire pas du tout dans les territoires peu denses. Donc ça suppose de réellement s'adapter aujourd'hui pour rendre structurant ce ferroviaire. Alors, dans les autres éléments de définition des territoires peu denses, on se rend compte qu'il y a l'emploi et la mobilité. Donc là, j'ai mis en avant une citation d'Orelsan, donc un rappeur français pour ceux qui le connaissent. Il nous dit « Tu as besoin d'une voiture pour aller travailler, tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter, tu vois ce genre de cercle vicieux. » Donc en fait, dans cette citation, on va retrouver deux éléments importants pour les territoires peu denses, à savoir l'emploi et la mobilité. Quand on est en territoire peu dense, on est dépendant de la voiture pour aller travailler, on est dépendant des transports, et en fait, on est vite soumis à ce qu'on appelle une vulnérabilité socio-économique ou un phénomène de captivité. Donc il faut trouver des solutions. Ce n'est pas le tout de dire qu'on va mettre du ferroviaire si finalement les zones d'emploi sont éloignées des gares, ça ne sert pas à grand-chose, on sera obligé de prendre la voiture à un moment donné ou trouver une autre solution. Donc il y a vraiment cette idée que pour s'organiser autour du ferroviaire, il faut organiser tous les acteurs, les promoteurs, les entreprises, les associations d'usagers, etc. Il faut vraiment tous s'organiser. Donc c'est pour ça que je parlais de remaniement, d'une certaine manière, de l'action publique. Donc en fait, on arrive à une définition des territoires peu denses qui de plus en plus est positive afin de renverser la balance. Donc là, c'est un peu la fenêtre d'Overton, où en fait, on se concentrait avant sur la ville, sur l'automobile, sur une vision très individualiste, où en fait, le rêve de chacun, c'était d'avoir une maison avec jardin et un chien. Et aujourd'hui, en fait, on se dit, bah non, en fait, ce rêve, il est plus accessible pour tous. Il faut s'organiser autrement. Et en fait, il faut mettre en avant de nouvelles dynamiques, de nouvelles solutions d'organisation. Et donc là, en fait, on commence à montrer une nouvelle tendance plus positive de ces territoires, qui ne sont pas la négative de la ville, mais quelque chose de plus positif. Et donc là, en fait, on a de nouvelles définitions que je pourrais utiliser aujourd'hui pour remplacer le territoire peu dense. Donc là, ça pourrait être par exemple les figures discrètes de l'urbain généralisé, les grands espaces, espaces diffus, territoires innovants, territoires de transition. Et en fait, on se rend compte, quand on parle de territoires innovants, de transition, c'est qu'il y a réellement des dynamiques dans ces territoires-là. Je parlais tout à l'heure des modèles de vie, le modèle de vie paysan, qui en fait est réellement inspirant et qu'on réintroduit de plus en plus en fait dans notre façon de concevoir l'avenir. Aujourd'hui, ce sont aussi des territoires, quand je parle de transition, des territoires où on a une véritable politique publique en place, on a l'action cœur de ville, on a des politiques de bouts ruraux pour essayer en fait de réinvestir ces espaces avec cette idée qu'on veut on veut limiter la place de la voiture, on veut limiter la pression sur les espaces naturels et on doit densifier. Donc nécessairement, on doit réinvestir les espaces, on doit réinvestir nos propres limites, les limites de la ville. On doit construire la ville sur elle-même et réinvestir finalement les biens vacants, etc. Tout ce qu'on avait l'habitude de mettre de côté. Le schéma qui est juste à droite, en fait, met en avant l'organisation d'un projet en territoire peu dense et met en avant quelque chose de très pertinent, à savoir l'idée que les jeux d'acteurs sont complètement nouveaux ou doivent se renouveler. Pour s'organiser en territoire peu dense, en fait, il y a une nécessité de fédérer des acteurs. On ne peut plus simplement agir de façon isolée. Mettre en place un projet seul quand on est en ville, c'est facile. La densité humaine et sociale est telle que finalement on est obligé de passer par là. Quand on est en territoire peu dense, pour rendre le projet pertinent, il y a une nécessité de s'organiser et pour potentiellement le financer aussi, il y a une nécessité de trouver des solutions. Donc comme je le disais, en fait, densifier, c'est bien, mais il y a la question de comment on fait et où on fait. Et on se rend compte finalement qu'il y a des territoires qui seraient à privilégier, en l'occurrence les bourgs ruraux. Donc là, j'ai pris un exemple du SCOT de l'Ain, donc le schéma de cohérence territoriale de l'Ain, qui est un document d'urbanisme où en fait on va retrouver les différentes polarités structurantes sur le territoire, et notamment les bourgs ruraux. Donc par exemple, si vous regardez en haut à droite, au nord-est de Bourg-en-Bresse, vous avez Saint-Étienne-du-Bois qui fait partie de ces polarités qui sont structurantes sur le territoire, qui sont des polarités d'emploi, les premiers pôles d'accessibilité à l'emploi et aux différents services, que ce soit les services de santé, les services scolaires, les bourgs ruraux, c'est là où on va trouver les premiers collèges, etc. Donc l'idée, en fait, c'est de vraiment s'organiser autour de ces premiers territoires d'accès aux services, densifier dans ces territoires-là. Il faut comprendre que les bourgs ruraux, c'est aujourd'hui, ils sont au nombre de plus de 5000, ça représente plus de 10 millions de personnes,
Et en moyenne, les bourgs ruraux, c'est entre 2000 et 5000 habitants. Les hypothèses privilégiées dans le cadre de la thèse, donc aujourd'hui, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un peu trop... c'est pas très digeste, mais de façon générale, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut renouveler notre façon de concevoir une politique publique. Elle n'est plus simplement de l'ordre des collectivités. On ne peut plus simplement écrire dans un document d'urbanisme, on va faire ça. Pour pouvoir le mettre en place, on doit nécessairement faire appel à d'autres acteurs. Et donc là, la première idée, c'est vraiment de dire qu'il faut faire appel à une action qui combine les collectivités et les entreprises, notamment la promotion immobilière. Donc cette organisation, du coup, elle serait plus simplement verticale ou top-down, mais vraiment plus horizontale. L'idée, c'est vraiment, donc là, pour l'approche formaliste, c'est vraiment de dire qu'on ne peut plus s'ancrer dans une approche qui s'inscrit simplement dans le cadre des collectivités, mais qu'il faut avoir une approche beaucoup plus élargie. Je vais parler de syncrétisme des approches de la gouvernance, où vraiment on cumule les façons de s'organiser, on fait appel à d'autres façons de voir, d'autres façons de faire. Donc là, notamment, l'implication des entreprises, l'implication de la société civile, etc. Pour terminer, juste un territoire potentiel à étudier. Donc là, j'ai mis un exemple de la commune de Felletin. Donc il faut comprendre que là, je mets un exemple qui peut être intéressant. Je ne sais pas si je le retiendrai réellement pour la thèse. Ce qui est intéressant en fait avec cette commune, c'est qu'elle a fait appel à une première expérience de train léger. Donc là, ici, l'écotrain. On a différentes solutions aujourd'hui pour s'organiser autour du ferroviaire, des projets de densification qui se mettent en place. Donc il faut comprendre, on l'a dit, que la promotion immobilière peut négliger ce genre de territoire. Donc là, la commune nécessairement trouve de nouvelles solutions. Donc là, par exemple, l'association des Enous, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va s'organiser pour acheter des bâtiments, les réhabiliter elle-même pour les mettre à disposition de populations démunies, des populations qui en auront le plus besoin. Pareil, la SCIC Larban, en fait, c'est un bureau d'études qui, dans son financement, dans son actionnariat, est composé des collectivités, des entreprises locales, de la société civile, etc. Et en fait, cet actionnariat va permettre de financer l'achat de bâtiments, la réhabilitation, et en fait, on dépasse totalement le cadre d'une politique publique où on va simplement écrire dans un document, mais vraiment, on va écrire et agir. Bon, le coup dur pour cette commune, c'est que finalement, on s'est rendu compte que le projet de train léger pouvait être mis à mal par l'abandon de cette ligne qui pourrait fermer en 2025. Alors, il y a eu 2 petites publications qui ont été faites, et les 2 avec Cédric Fandio, que certains ont dû connaître, qui travaillait ici, qui a fait son post-doctorat ici. Donc une qui a donné lieu à une première conférence au TRA, et l'autre à la RFTM, à Dijon. Merci. Merci. Et merci Nathan. Place aux questions. On a le temps d'en prendre une ou 2. On n'a pas l'habitude de ce genre de sujet. À Réunion, on est plutôt sur les sujets techno. Et c'est sympa, ça change et c'est complémentaire aussi. Je la trouvais pas belle. Non, c'est le texte que je trouve négatif. Les territoires oubliés, c'est ça qui me dérange. Non, la photo, elle n'a pas de souci. Alors, de façon générale, en fait, le contexte légal nous incite et nous oblige à une prise en compte de ces différents enjeux. Donc, quand on fait de l'urbanisme, en fait, on va être confronté aujourd'hui de plus en plus à la ZAN, donc la zéro artificialisation nette, qui nous impose de ne plus construire en dehors de nos limites urbaines. Donc, l'idée, ça va être vraiment de réinvestir les espaces déjà urbanisés, déjà artificialisés. Donc ça, c'est la première contrainte qu'on va avoir et qui fait qu'on est obligé de respecter ces différents enjeux globaux. Après, je ne pourrais pas me répondre à une question précisément sur ces territoires-là, parce que ce n'est pas forcément les territoires que j'ai le plus investis, mais de façon générale, c'est la première règle que tous doivent respecter aujourd'hui. Ah, d'accord. Alors, sur la prise en compte du coup des conséquences des enjeux climatiques du coup sur d'accord.
dans le cadre de la thèse, je ne vais pas forcément m'intéresser aux conséquences des enjeux climatiques, mais plutôt sur la façon dont on peut s'organiser face aux règles qu'on nous impose sur le plan urbanistique. Donc c'est vrai que du coup, on peut vite sortir de mon domaine quand on n'est plus sur des enjeux d'urbanisme. Mais par contre, en fait, si on regarde, par exemple, quand on parle des enjeux d'inondation, dans les 2 documents d'urbanisme, on va voir, par exemple, le PPRI, donc le plan de prévention des risques d'inondation. Donc ça, finalement, c'est quelque chose qu'on prend nécessairement en compte aujourd'hui. Après, on a évoqué tout à l'heure la nécessité de s'adapter. Et c'est vrai, en fait, que ça, on le retrouve aujourd'hui dans tous les projets urbains. Aujourd'hui, l'homme, il sait particulièrement s'adapter. On sait construire en zone inondable. L'une des plus grosses ZAC, donc zone d'aménagement concerté en France, elle est en Ile-de-France, et plus de 90% de la zone est en zone inondable. Donc en fait, on sait habiter ces espaces. La question, c'est finalement de se questionner sur est-ce qu'on doit réellement les habiter ou on ne doit pas les rendre à la nature ou pas. Oui. Merci pour la présentation. J'avais une question, alors je ne sais pas si vous pouvez répondre, parce que ce type de service, on sait que c'est très irrégulier dans le taux de remplissage, et une des problématiques en zone rurale, c'est aussi comment les gens peuvent rejoindre les gares. Bien sûr. Et donc, il y a aussi, vous êtes bien placé pour le savoir, il y a aussi d'autres types de projets pour rénover les lignes capillaires, qui sont les projets Flexi et FlexMove, qui sont dans ce cas-là plus des transports à la demande. Parce que là, sur ce train léger, sur Drézy, c'est des horaires réguliers ou c'est pas du tout votre sujet Alors, c'est un cadencement, on va dire, ou c'est justement potentiellement du transport à la demande? Alors, en tant que tel, ce n'est pas mon sujet au départ parce que je ne travaille pas sur le matériel roulant, mais sur tout ce qui environne le matériel roulant. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que finalement, il y a cet enjeu d'articulation à la halte, avec cette idée que la gare en territoire peu dense, elle n'est pas forcément au centre-ville. Au contraire, on va avoir des gares qui peuvent être plus ou moins excentrées, qui sont dans des zones qui ne sont pas forcément constructibles des fois. Et finalement, en fait, il y a cette idée qu'on ne peut pas forcément densifier autour des gares, on ne peut pas facilement s'organiser autour des gares. Et l'enjeu n'est pas tant de construire autour des gares, parce qu'on n'habite pas la gare, mais de voir comment on peut rejoindre la gare facilement. Avec cette idée aussi que finalement, l'enjeu n'est pas tout le temps d'abandonner la voiture, mais de réduire le nombre de voitures par foyer, par ménage. L'idée, c'est de dire, on n'a plus 2 voitures par ménage, mais peut-être plus qu'une, parce qu'on maximise d'autres solutions. Et donc là, l'enjeu repose un peu là-dessus, sur comment on s'organise autrement. Mais par contre, en termes pour le reste, pour les horaires, ça, je ne pourrais pas répondre. Bon, merci Nathan.